Bonjour, dans cette vidéo nous allons nous intéresser aux électrodes tant sur un point descriptif, qu'est-ce que c'est qu'une électrode, que sur un aspect théorique, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment décrire le potentiel d'une électrode, etc. Dans cette première partie, nous allons étudier le cas des électrodes métalliques, c'est-à-dire les situations dans lesquelles un métal est plongé dans une solution. Nous nous limiterons aux solutions aqueuses contenant des ions. Traditionnellement, les électrodes métalliques sont catégorisées en électrodes de première espèce, de seconde espèce, de troisième espèce. Par exemple, les électrodes de première espèce sont des électrodes où un métal, par exemple le cuivre, plonge dans une solution contenant des ions de ce métal, par exemple des ions Cu2+. Voyons cela en image. Voilà un exemple d'électrode métallique. Ici, j'ai une lame de cuivre que j'ai soigneusement décapée qui est plongée dans une solution de sulfate de cuivre. Je suis bien dans le cas où j'ai un métal en présence d'un de ces ions. Il n'est pas question d'utiliser un métal qui serait soit oxydé, soit sur lequel il y aurait eu le dépôt d'un autre métal lors d'une précédente expérience, parce que là, vous mesurez n'importe quoi et ce n'est pas dans mes habitudes de faire n'importe quoi en chimie. Si je veux connaître le potentiel de cette électrode, il faut que je le compare au potentiel d'une électrode connue par ailleurs. Donc c'est le cas de l'électrode au calomel, dont une autre vidéo développe le fonctionnement. Et cette électrode doit être plongée dans la même solution. Donc voilà, c'est fait. Vous remarquez au passage que j'utilise un petit support, c'est bien que j'ai les mains libres, il n'est pas question de laisser supporter au bécher le poids des électrodes en les mettant sur le bord. Et je vais mettre cette électrode au commun d'un millivoltmètre et je vais connecter l'autre électrode, l'électrode de cuivre. Et là, je mets sur la borne tension. Je me mets en tension continue, c'est toujours ce qu'il faut faire en chimie, et je peux lire directement, ici, 54,8 ou 9 millivolts. Cela veut dire que le potentiel de l'électrode de cuivre est 54 ou 55 millivolts au-dessus du potentiel de l'électrode au calomel, laquelle, c'est connu par ailleurs, est à 240 et quelques millivolts. À la différence des électrodes de première espèce, les électrodes de seconde espèce sont constituées d'un métal, par exemple ici l'argent, non plus en contact avec des ions Ag+, mais avec essentiellement un sel insoluble d'argent, par exemple le chlorure d'argent. Alors ça fait quelle différence avec les électrodes de première espèce? On va voir ça avec une expérience. J'ai reconstitué ici le même montage que précédemment, mais avec une électrode d'argent, donc c'est de l'argent métallique, qui plonge dans une solution de nitrate d'argent, donc d'un de ces ions. On est donc en présence d'une électrode de première espèce, et je mesure le potentiel de cette électrode avec une électrode au calomel qui a été protégée. La raison est précisée dans la vidéo sur les électrodes de référence. Alors, la mesure du potentiel me donne 460 et quelques millivolts. Et je vais maintenant ajouter de l'acide chlorhydrique. Et on va observer ce qui se passe. On observe un précipité d'une part. Et d'autre part, on observe une modification du potentiel de l'électrode d'argent. Je pense que ça suffit. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je n'ai plus d'ion Ag+ en solution, pratiquement plus, et donc mon argent métallique n'est plus en présence d'un ion argent, donc ce n'est plus une électrode de première espèce, mais le métal argent est en présence d'un sel insoluble d'argent, c'est une électrode de seconde espèce. Et on voit bien la différence entre la première espèce et la deuxième espèce au niveau du potentiel, qui a considérablement été modifié. Les électrodes de troisième espèce sont constituées d'un métal inaltérable,
On prend généralement le platine, mais on pourrait prendre l'or ou un métal beaucoup moins cher comme l'acier inoxydable, ce qu'on fait rarement, mais c'est possible, en présence d'un élément chimique que l'on trouve sous plusieurs degrés d'oxydation, au moins 2. Par exemple, les ions Fer3+, et Fer2+, en présence d'une électrode de platine. Un autre exemple classique qui est développé dans une vidéo sur les électrodes de référence, c'est la situation de l'ion H+, en présence de dihydrogène. Après avoir décrit les différentes espèces d'électrodes, intéressons-nous à un aspect plus quantitatif, c'est-à-dire à la valeur du potentiel que prend l'électrode dans certaines situations. Donc il faut s'intéresser à un couple, on a déjà vu 3 couples dans cette vidéo, et si aucun courant ne passe dans l'électrode, et si la demi-équation du couple est, par exemple, Ce2+, plus 2 électrons égale Cu, dans le cas général, il faut faire intervenir des nombres stoichiométriques pour la forme oxydée et pour la forme réduite. Alors dans ces conditions, le potentiel à l'équilibre est donné par une relation qui s'appelle relation de Nernst, où ce potentiel, E, est égal à une constante, plus RT sur NF, donc la constante du gaz parfait, la température en Kelvin, le Faraday, 96 500 coulombs, et le nombre d'électrons, donc RT sur NF s'exprime en volts, logarithme népérien du rapport des concentrations, ou plus précisément des activités des formes oxydées sur les formes réduites, avec les exposants des nombres stoichiométriques. Alors ça paraît un peu compliqué, mais dans les cas classiques, on écrit d'une part, de façon plus simple, le potentiel de Nernst qui est égal à la valeur du potentiel du couple, et on transforme RT sur F et le logarithme népérien par 0,06 logarithme décimal, ce qui donne, dans le cas du cuivre, eh bien, le potentiel de la lame de cuivre, celui qu'on mesure avec le voltmètre, qui est égal à 0,34 volts fois 0,03, ça c'est 0,06 sur 2, logarithme, alors ici le coefficient c'est 1, en exposant, et puis l'activité du cuivre, comme il est métallique, c'est 1 également, et avec l'exposant 1 ici. Donc tous les 1 disparaissent, et l'écriture de la relation de Nernst est une écriture assez rapide et finalement assez simple. Quelle peut être l'origine du potentiel que l'on décrit par le potentiel de Nernst? Étudions ça dans le cas d'un couple simple, Cu2 plus Cu. Eh bien, j'ai 2 possibilités d'échange entre l'électrode de cuivre ici et la solution dans laquelle il y a des ions cuivre et des ions sulfate. C'est que un ion cuivre Cu2 plus se fixe sur l'électrode, et donc sous forme métallique, et que ce soit l'électrode qui fournisse dans son ensemble 2 électrons. Donc dans ce cas-là, on aurait une électrode très légèrement positive. Pourquoi très légèrement? Parce qu'il y a 2 électrons qui ont été cédés, c'est pas beaucoup. Et une solution très légèrement négative. Donc ça, c'est une première possibilité d'échange. Une deuxième possibilité, c'est le contraire, c'est-à-dire que l'électrode de cuivre libère un atome de cuivre en solution, donc sous forme d'ion, et que cette électrode prenne la charge négative, toute petite, puisqu'il n'y a que 2 électrons. Donc ces 2 échanges possibles entre l'électrode et la solution peuvent se faire soit exactement à la même vitesse, et alors il n'y a pas de charge, soit à des vitesses légèrement différentes, et à ce moment-là, il apparaît une petite charge sur l'électrode et la charge posée en solution. Eh bien, cette petite excédent de charge crée un champ électrique qui est à l'origine de potentiel décrit par la relation de Nernst. Je soumets quelques applications à votre sagacité, dont je ne donnerai pas la solution. Vous réfléchirez, il y a de quoi répondre à ces questions avec cette vidéo. La première question, c'est pourquoi la condition circuit ouvert dans la relation de Nernst. Voilà. Deuxième question, c'est comment effectuer la mesure de
du potentiel de Nernst. Et la troisième question, c'est comment mesurer le potentiel d'une des électrodes d'une pile. Donc ça, c'est trois petites questions qui ne sont pas bien compliquées. Et une autre série de questions, c'est lors du suivi d'un titrage avec un ajout progressif à la burette d'une solution de nitrate d'argent, et dans le bécher, j'ai une solution de fluorure de sodium, eh bien, quel potentiel est-il intéressant de mesurer? Comment je vais le mesurer expérimentalement? Et quelle information me donne-t-il sur le titrage? Voilà, donc vous réfléchissez à ces deux applications et puis ça vous fera manipuler les notions qu'on a vues jusque-là. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous nous intéressons à un autre type d'électrodes que sont les électrodes spécifiques. Alors ce sont des membranes qui sont sensibles et sélectives à un ion particulier. Généralement, on utilise le symbole ISE, qui veut dire Ion Specific Electrode, pour désigner ces électrodes. Il existe principalement 4 types d'électrodes spécifiques. Les électrodes de verre, avec lesquelles on peut mesurer des concentrations d'H+, de Na+, ou d'ion Ag+. Les électrodes cristallines, par exemple un cristal de trifluorure de lantane sera spécifique des ions fluorure en solution. Les résines échangeuses d'ions, par exemple une résine sur laquelle on aurait fixé l'antibiotique valinomycine et qui est susceptible de complexer spécifiquement les ions K+, sera une électrode spécifique aux ions potassium. Et enfin, les électrodes à enzymes dont je ne parlerai pas plus dans cette vidéo. Le principe d'une électrode spécifique en un ion X est d'avoir une réponse de potentiel E, qui est donc l'équivalent du potentiel de Nernst, qui est égal à une constante en volts, plus B fois le logarithme de l'activité de cet ion, donc le logarithme de la concentration de cet ion. Mais il y a d'autres ions en solution qui contribuent également à la valeur de E, donc les ions Y, Z, etc. Et cette électrode est spécifique en X si la constante B est supérieure aux constantes analogues C, D, etc. Intéressons-nous à la limite de la spécificité d'une électrode dans le cas d'une électrode de pH. Ces électrodes sont reconnaissables par leur petite sphère en verre qui est à leur extrémité. Prenons le cas d'une électrode de pH trempée dans une solution d'acide sulfurique de sa concentration 0,05 mol par litre. Donc ça, ce sont les concentrations des ions en solution. Et la réponse de l'électrode, E, est donnée par une constante, plus logarithme de H+, là on reconnaît l'information sur le pH, plus, il faut tenir compte aussi de l'autre anion, même si généralement, quand on s'intéresse à la spécificité en un cation, on considère à peine la présence des anions. Mais prenons-le pour développer cet exemple. Les concentrations en H+, et en SO4 étant du même ordre de grandeur, si B est plus grand que C, eh bien ça suffit pour comprendre que l'électrode E a bien une réponse en termes de pH. Ce n'est pas toujours le cas. Je prends maintenant la situation d'une soude de concentration 0,1 mol par litre dans laquelle j'ai ce rapport de concentration en se limitant aux cations présents dans la solution aqueuse. Eh bien, la réponse de l'électrode est donnée par la relation qu'on a déjà vue, mais cette fois-ci, il y a une telle différence entre la concentration en Na+, et la concentration en H+, il y a quand même un rapport 1000 milliards entre les deux, eh bien, si B, et c'est vraiment souvent le cas, n'est pas suffisamment grand par rapport à C, alors la réponse de l'électrode est plus sensible à la concentration en Na+, qu'à la concentration en H+. Et donc ce n'est plus une électrode qui informe sur le pH. On retiendra qu'il ne faut pas utiliser les électrodes de pH en milieu basique, et c'est pour cette raison théorique.
Quand on est au laboratoire, il est intéressant de savoir reconnaître au premier coup d'œil les électrodes. J'ai dit dans la diapositive précédente qu'on pouvait reconnaître une électrode de pH à sa membrane de verre, donc la petite boule qui est ici. Mais qu'en est-il des autres électrodes? On va voir ça en images. Voilà en détail l'électrode d'argent qu'on a utilisée précédemment. Donc ici, c'est du métal argent qui est scellé dans du verre, puis il y a un contact électrique qui permet de conduire ici le courant, le potentiel, jusqu'à une connexion qui permet ensuite de faire toutes les mesures qu'on veut. Donc ces électrodes se plongent dans des solutions qui contiennent de l'argent, et seulement dans ce cas-là. On n'utilise pas l'électrode d'argent dans d'autres situations. À la différence, l'électrode de platine, on la reconnaît parce que son fil est tout petit, parce que le platine, ça coûte quand même très cher. C'est le même principe de connectique, jusque ici. Et cette électrode de platine peut être plongée dans un grand nombre de solutions différentes. Et c'est une façon de mesurer le potentiel dans plein de situations. Et enfin, j'ai apporté une électrode spécifique des ions iodures. Donc, toujours pareil, le même connectique. Et on a en dessous une membrane cristalline qui contient des ions iodures. Et cette électrode, il suffit de la plonger dans une solution qui contient des ions iodures, et seulement dans ce type de solution. Et la réponse, par rapport à une électrode de référence, vous donne directement la concentration en ions iodures, pour peu que vous ayez fait une courbe d'étalonnage. Donc c'est extrêmement pratique, pour une simple mesure, vous avez une concentration directe. En conclusion de cette présentation sur les électrodes, il faut retenir qu'il existe plusieurs types d'électrodes, en particulier les électrodes métalliques qui sont les interfaces conducteur-solution, les électrodes spécifiques qui sont des interfaces membrane-solution, qu'il existe une grande variété de telles électrodes, ce qui est intéressant du point de vue théorique et également pour toutes les applications expérimentales que l'on peut en déduire. Et enfin en tout cas pour les électrodes métalliques, que leur potentiel est donné dans certaines conditions par une relation de type relation de Nernst. Je vous remercie pour votre attention.